300 millions de critiques, nous sommes ravis de vous retrouver, évidemment. Nous sommes toujours, et c'est un bonheur, donc au Musée d'Art Contemporain de Nice, le MAMAC, dans une salle exceptionnelle où sont confrontés les artistes nouveaux réalistes. On va beaucoup en parler à propos d'Yves Klein et des grands artistes américains, comme par exemple Andy Warhol ou Robert Rauschenberg. Et Dieu sait qu'à l'intérieur de ce musée, vous trouverez des pièces exceptionnelles qui ont été accumulées donc au cours des différentes années. Je vais vous présenter cette sémillante équipe qui est concentrée comme jamais. Mathieu Dugal de Radio-Canada. Mon cher Mathieu, bonjour. Bonjour. Nous sommes avec Sylvestre de Fontaine de la RTBF, que vous connaissez. Sylvestre qui n'a pas froid aux yeux ni au cœur, avec cette charmante petite chemise blanche qui couvre donc un torse magnifique. Michel Cerruti, de retour d'une partie de chasse en Suisse, avec un gilet, une veste, des chaussures de marche. Michel, bonjour. Guillaume, bonjour. Toujours enclin, Madame Tenouji. Et enfin, Estelle Martin de TV5 Monde, que le monde entier nous envie. Estelle, bien évidemment, qui va commenter avec nous tous cette actualité francophone qui vous passionne. Nous allons commencer par le choix de l'instantané qui nous caractérise ou qui nous a frappé cette semaine, ou en général d'ailleurs, en commençant par vous, mon cher Sylvestre. Conférence de presse des Nuits Botaniques. Les Nuits Botaniques, c'est un festival mythique qui se passe à Bruxelles, dans l'ancien parc du Jardin Botanique. C'est un festival qui a lieu du 25 avril au 5 mai avec Jen Haday, du Berle Noir. Il y a une grosse part de cette programmation qui est consacrée à la francophonie. Donc, ce qui nous intéresse, nous, de prime abord. Mathieu. Une jeune artiste illustratrice montréalaise qui s'appelle Gabrielle Laila Titley. Son nom d'artiste, c'est Pony. Et je vous propose une magnifique murale qui s'appelle Purgatory. C'est quelqu'un qui a vraiment des talents multiples. Elle est autant dans le design vestimentaire que dans le street art. C'est vraiment une artiste à suivre. Elle est déjà beaucoup d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Donc, Purgatory. Pardon, Pony. Oui. Pony. Voilà. Le jour du chasseur, plutôt que la nuit du chasseur, Michel. La nuit du chasseur. J'aimerais bien. Vous avez quand même moins de cheveux que Michou, moi, je tiens à vous le dire. Et de talent. Allez-y. Et de talent, surtout. Une photo lumineuse de l'auteur, l'écrivaine Leila Slimani, lauréate du prix Goncourt en 2016. Pourquoi? Parce qu'elle est présidente d'un des jurys du Festival international du film et Forum des droits humains qui s'est ouvert hier à Genève, festival incontournable de par sa sélection de films et ses invités. Il y a notamment Forest Whitaker, Roberto Saviano pour des débats sur les droits humains. Laura. La photo de cette librairie à Épinal dans les Vosges pour saluer l'audace de sa propriétaire qui a porté plainte contre le géant Amazon pour concurrence déloyale puisqu'ils ont installé des casiers juste en face de sa librairie. Et comme je suis pour les librairies françaises, suisses, belges, canadiennes, africaines, voilà, je trouve que c'est bien et elle a du courage et je la soutiens. Estelle. Donc c'est cet instantané des badges qu'on vous donne, du badge qu'on m'a donné pour le premier concert parisien du Berle Noir. Vous en parliez, Sylvestre. Moi, je suis fan de ce jeune Québécois qui a déjà conquis le public au Québec, au Canada et partout ailleurs, mais aussi la critique. Je voulais voir Hubert Lenoir en concert, je l'ai vu. Ça m'a rappelé ma jeunesse quand je pogotais, c'était à la Boule Noire. Vous pogotiez? Oui, ça m'est arrivé, magnifique. mais voilà. Magnifique. C'était il y a Vous avez longtemps. des photos, envoyez-les-moi. Je vais regarder ça. Moi, j'ai choisi Pierre Restanier, puisque nous sommes dans l'ensemble, le nouveau réalisme joue un rôle fondamental. Eh bien, toute cette équipe d'artistes dont on va parler, César, Klein, Armand et les autres, ils avaient une sorte de gourou, un homme qui s'appelait Pierre Restanier, qui était un critique d'art, qui les a accompagnés un petit peu comme Clément Grimberg a accompagné les grands artistes abstraits américains. Et c'est au domicile d'Yves Klein à Paris qu'ils ont défini le concept donc de nouveau réalisme. Nous allons parler justement de tout ça dans un instant. Voici le sommaire. Le MAMAC, musée d'art moderne et d'art contemporain de la ville de Nice, et cette semaine encore, l'écrin de 300 millions de critiques. Quelques-unes des œuvres majeures d'Yves Klein, l'un des fondateurs de l'école de Nice, sont abritées ici même. Et nous parlerons de l'importance de l'art conceptuel et de la carrière d'Yves Klein. Stéphane Aïcha revient avec un nouvel album, U, accompagné par une fanfare suisse. Il y revisite son propre répertoire et la bande l'a aimé. La chute de l'Empire américain est le dernier opus de la trilogie entamée par Denis Arcand en 1987 avec le déclin de l'Empire américain, suivi par les invasions barbares, un film que l'équipe a vu. Instantané, invités et coup de cœur sont aussi au programme. 300 millions de critiques, c'est tout de suite.
Donc, vous l'avez remarqué, nous sommes au MAMAC, dans une salle où sont confrontées les œuvres des artistes français des années 60, César et Yves Klein à d'autres endroits, Armand avec des accumulations, les œuvres de Martial Ress avec d'autres œuvres d'artistes américains comme James Rosenquist, donc les pop artistes, Andy Warhol ou Robert Rauschenberg. Quelques-unes des œuvres majeures d'Yves Klein, donc l'un des fondateurs de l'école de Nice et du nouveau réalisme, puisque ça s'est fait à son domicile, sont abrités ici même. Je vous laisse découvrir ou redécouvrir plutôt le travail d'Yves Klein. Et dans quelques instants, nous parlerons de l'importance de l'art conceptuel et de la brève et fulgurante carrière de cet homme assez exceptionnel et, c'est le moins qu'on puisse dire, bizarre. Il suffit de le regarder quelques instants pour s'y plonger. Un pigment hypnotique et enivrant. Voici un bleu unique, le bleu emblématique imaginé par l'artiste Yves Klein en 1956. Et voici une performance audacieuse signée Yves Klein. Nous sommes en 1960. Le peintre dirige des femmes nues qui s'enduisent, littéralement, du fameux pigment. Vous voyez, il faut faire attention à ne pas mettre la peinture au mauvais endroit, sauf... oui, là, c'est moi. Elena Palumbo-Mosca était modèle pour Yves Klein. C'était amusant pour commencer. Ça risquait de choquer une certaine partie un peu bien pensante, bourgeoise de ma famille, donc on y va. L'artiste était avant-gardiste, convaincu par son travail, mais aussi largement incompris. Il était très, très curieux intellectuellement. Et parfois, il me donnait la sensation d'une très grande solitude, assumée. Mais parfois, on avait envie de le prendre, de mon petit, quelque chose comme ça. Il avait un côté attendrissant. Le résultat de ses performances, ses œuvres à dominante bleue comme ses empreintes corporelles, directement sur papier. Mais Yves Klein est multidisciplinaire. Il travaille aussi avec le feu, comme ici, et se veut également sculpteur. Près de 55 ans après sa mort, son œuvre est considérée comme révolutionnaire, véritable précurseur de l'art contemporain. Sa technique et sa vision du monde en font un artiste à part. Ces peintures ne comptaient pas vraiment, c'était comme des témoins d'une action, d'un moment qu'il avait fait. Donc tout est vraiment lié à l'immatérialité. Et donc avec ce bleu, c'est exactement ce qu'il veut créer. Il veut vraiment que les visiteurs ont une expérience sensorielle. Et quand on est devant, il faut vraiment faire l'exercice. Quand on est devant, après 1 ou 2 minutes, on est hypnotisé. On a l'impression, on devient tout calme. On a l'impression de s'immerger dans un cosmos, dans un univers. Donc, nous parlons d'Yves Klein, qui est un personnage assez extravagant de l'histoire de l'art français. Il était à la fois un amateur d'art martial au plus haut niveau, un créateur, puisqu'on lui doit les monochromes qui ont, d'une certaine manière, révolutionné l'art en France et à l'étranger, puisque vous savez que les monochromes... Yves Klein est peut-être l'artiste français qui vaut le plus cher dans le monde. Je ne sais pas si c'est un critère, je parle des artistes de cette période-là, mais en tout cas, c'est une réalité. C'est de l'art conceptuel dont nous allons parler pour voir si, au fond, tout ça s'est diffusé dans les autres pays de l'espace francophone. Très difficile d'avoir une définition précise de l'art conceptuel. Disons que Marcel Duchamp est un peu la figure fondamentale, c'est-à-dire l'idée est plus importante que le travail de l'idée ou que l'image elle-même. C'est l'idée qui est le fondement de l'art. Alors, est-ce que cet art conceptuel, par exemple, en dehors d'Yves Klein, que nous connaissons tous, ce bleu extraordinaire, est-ce que cet art conceptuel, il existe quelque part au Québec et même, j'allais dire, dans l'espace du Canada, plus généralement? Bien, en fait, c'est intéressant parce que, en me documentant pour ce sujet-là, c'est quand même pas évident de trouver des liens entre Klein et le Québec parce que, bon, il n'est pas venu. Il a été évidemment très populaire ici, des liens avec New York. Mais quand on regarde, par exemple, ce qu'il a laissé comme trace dans l'art conceptuel, on peut penser, par exemple, à Québec, qui est devenu quand même une plaque tournante, la ville de Québec, de l'art performance, avec un événement qui est quand même connu et reconnu dans le monde, qui est les rencontres internationales d'art performance.
Et donc, Richard Martel, qui est le créateur de cet événement-là, qui est un de nos grands artistes de la performance au Québec, a vraiment repris, je dirais, le flambeau de Klein en créant justement ce lieu-là, qui est un lieu où on fait de l'art performance, où on invite aussi les artistes qui le font un peu partout dans le monde. Et il y a d'autres artistes qui ont abordé, en tout cas, les problématiques qui ont été celles, donc, amenées par Yves Klein. Je pense, par exemple, à Fernand Leduc. Fernand Leduc, qui est vraiment un de nos grands artistes qui avait dit cette chose, disait du tableau que c'était un objet sans importance. Et quand on regarde, justement, le rapport très problématique que Klein entretenait avec la peinture traditionnelle, notamment avec le tableau comme cette espèce de fenêtre d'une prison, c'est intéressant de voir que ces problématiques-là, elles ont été abordées également au Québec. Et les automatistes qui sont qui font partie de cette école picturale qui a grandement marqué l'histoire de l'art au Québec, on pourrait faire quand même des liens avec Klein. Leduc, d'ailleurs, qui faisait partie de ces signataires de ce grand mouvement de la fin des années 40 au Québec, qui a préfiguré, en fait, la Révolution tranquille. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais refus global dans l'art pictural et même l'art performance au Québec, c'est quelque chose qui a marqué beaucoup la fin d'une certaine époque, la fin d'un académisme. Donc, il y a des ponts. Même parmi les jeunes artistes, vous savez qu'il y a un jeune artiste au Québec qui s'appelle Thierry Marceau qui a repris des anthropométries de Klein et notamment en faisant, et ça c'est vraiment, c'est très Marceau, là, il avait dans une de ses anthropométries convoqué un Ron Jeremy, donc cet acteur porno américain qui venait faire des avances. Ça ne m'étonne pas de Dugal. Il commence à dégeler après un mois. Bref, oui, Klein a des héritiers. Il y a des liens à faire et probablement qu'il y en aura de plus en plus parce que c'est encore un héritage qui est très, très fort et de plus en plus connu au Québec. La Belgique, c'est plutôt le pays du surréalisme. Il y a Marcel Broutars qui peut être lié un peu à ce que faisait, par exemple, Yves Klein avec sa casserole de moule qui est à la limite entre l'art conceptuel et le pop art, justement, ce refus aussi du support traditionnel, ce côté performance aussi où ils faisaient entrer des éléphants dans des musées. Enfin, il y avait vraiment cette idée-là. Et puis, à mon sens, alors peut-être que le parallèle est un petit peu osé, mais je pense qu'il y a aussi un peu de Klein, ou de rencontre avec Klein chez Magritte. Magritte qui, de par la manière dont il nommait les tableaux, par exemple, c'était déjà pour moi une espèce de remise en question, effectivement, de l'art et du support, et que ce qu'on voit n'est pas toujours ce qu'on dit, la fameuse pipe, évidemment, de Magritte, mais pour moi, il y a effectivement des filiations et des ponts qui peuvent être dressés à ce niveau-là, oui. Voilà. Est-ce que ça existe aussi en Suisse ? Peut-être finalement l'artiste qui est le plus proche, en tout cas au niveau des monochromes, mais je rends hommage à Guillaume parce que je ne le connaissais pas, c'était vraiment une pierre dans mon jardin, c'est Olivier Mossé en Suisse. Alors voilà, qui depuis les années 70 a fait d'immenses monochromes, jaune, vert, rose, qui sont vraiment importants. Et il essayait d'atteindre une sorte de revenir à un degré zéro de la peinture, c'est ce qu'il expliquait, avec d'autres artistes, dont Buren, Parmentier et Toroni. Donc, en Suisse, évidemment, qu'il y a cet héritage-là ou cette participation à ce courant artistique qui s'est traduit de différentes manières et qui existe encore aujourd'hui. On peut penser à un artiste comme Rémi Tsaug, qui est beaucoup plus contemporain, où on essaie de travailler ce côté conceptuel, bien sûr. Parlons quand même maintenant avec nos deux dernières camarades de Klein. Puisque vous avez la robe qui vous permet, ma chère Laura, de l'évoquer. D'abord, est-ce que les gens ont maintenant la conscience sur les réseaux sociaux de son importance ou est-ce qu'ils continuent à considérer que tout ça est une farce ? Non, sur les réseaux sociaux, on lui rend énormément hommage et c'est un artiste à part entière. Après, quand on parle d'art conceptuel, une des vidéos qui a fait le buzz, je crois que c'était l'année dernière, c'est que c'est conceptuel à un point qu'on en oublie que c'est une œuvre d'art. Il y avait une conférence de presse dans ce même musée et un des visiteurs a marché sur une œuvre de Klein. Il y avait de la poudre avec des pigments bleu Klein. Il a marché sans réaliser que c'était une œuvre d'art. Donc là, ça montre bien tout ce que peut être l'art conceptuel. Et après,
Yves Klein sur les réseaux sociaux, il y a plein de portes d'entrée. Déjà, il est assez présent, il y a un site officiel, mais il y a tous les autres artistes qui lui rendent hommage. On parlait de Jean Tinguely, il rend hommage au Bleu Klein, Murakami aussi. Donc, beaucoup d'artistes, par le passé et encore aujourd'hui, rendent hommage à ce bleu qui est devenu un fantôme. Et également des objets de tous les jours. Il y a des pâtissiers étoilés qui ont fait des œufs, hommage à Klein. Il y a même un célèbre créateur de chaussures, de souliers pour hommes, qui a fait le mock Klein. Donc, vous pouvez porter des chaussures avec le même pigment que Klein. Donc, tout ça fait qu'il y a plusieurs portes d'entrée. Et on ne parle pas tellement de farce, ce n'est pas un sujet à polémique. Au contraire, on lui rend beaucoup hommage sur les réseaux sociaux. Il est fascinant, Klein, parce qu'il a inventé la performance, vous l'avez dit, avec les femmes pinceaux. Et c'est vrai que c'est un peu paradoxal, parce que d'un côté, on pourrait se dire qu'aujourd'hui, peut-être qu'on trouverait ça étrange. D'ailleurs, à l'époque, on le trouvait déjà étrange, mais pour d'autres raisons. Aujourd'hui, de voir un homme habillé, artiste, délégué à des femmes nues, donc de s'enduire de peinture. Et donc, effectivement, on pourrait se poser la question de... Voilà, une question en plein MeToo, Weinstein, ça pourrait venir. Ils en étaient loin. Mais lui, il expliquait en même temps, paradoxalement, qu'en fait, il rendait liberté aux modèles. Ces fameuses femmes nues qui étaient des modèles pour des peintres depuis des années et des années, là, c'est elles qui prenaient le pas, c'est elles qui devenaient créatrices de cette œuvre et qui signent ces anthropométries qu'on peut voir ici. Et ce qui est intéressant, c'est ce que nous expliquait la directrice du MAMAC, c'est que le Centre Pompidou va consacrer une exposition à l'art préhistorique et qu'effectivement, Klein, ça l'intéressait, ce côté aussi empreinte, retourner aux origines de l'art. Et c'est vrai qu'on sent qu'il y a vraiment des tensions dans l'œuvre artistique de Klein, où parfois on pensait qu'il était fumiste, parce que justement, il était détaché de l'art, il ne prenait pas le pinceau, il avait une autre conception de l'art, et c'est ça qui est fascinant chez lui. En tout cas, moi, je trouve ça fascinant. Il voulait reproduire le ciel, enfin, il s'était approprié le ciel, le bleu du ciel de Nice. Et ici, on peut voir aussi comment il y avait la bataille avec Ben, par exemple, qui lui avait donc décidé, en réaction, de se réapproprier l'horizon du ciel. Donc ça aussi, on sent qu'il y a aussi beaucoup d'humour dans cette école de Nice, et qu'on la retrouve avec ces artistes. Ce bleu qui, à l'origine, est un bleu qu'il a trouvé chez un marchand de couleurs. Ce n'est pas une fabrication d'un pigment particulier, c'est quelque chose qui était à l'état commercial et qu'il s'est approprié totalement. Vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, il y a juste une chose. Mon cher chasseur. Oui, il y a une chose dont je ne me rendais pas compte. Je savais que Klein avait un intérêt pour les arts martiaux. J'ai découvert que c'était plus qu'un intérêt. Il avait atteint, il était 4e dan au début des années 50, décerné au Japon. C'est extrêmement élevé comme grade, surtout à cette époque et surtout venant du Japon. Et donc, c'est vrai que depuis que je sais ça, je dois quand même vous avouer que je regarde ces œuvres avec un autre œil. Parce que c'est pas possible, quand vous atteignez ce degré de maîtrise en arts martiaux, que ça influe pas votre vie. C'est pas possible, ça va ensemble, forcément. Et le côté, on va dire, essentiel, rapport aux choses, chercher ce qu'il y a derrière, l'énergie, la zénitude, voilà, tout ça qui fait partie des arts martiaux, et qu'on peut peut-être retrouver d'une certaine manière dans certains monochromes de Klein, notamment, ce recherche d'aller au-delà des choses, d'atteindre une certaine essence des choses. Moi, j'arrive plus désormais à complètement ne voir que le peintre, et je suis obligé de voir le judoka qui était extrêmement avancé et le peintre. Et il me semble que les deux, du coup, s'imbriquent aujourd'hui pleinement dans ce qu'il a fait, dont j'avais pas forcément conscience jusqu'à présent. Ça vous parle d'autant plus que vous pratiquez les arts martiaux, il faut quand même le dire. Pas à son niveau, ni la peinture d'ailleurs. Mais vraiment, il faut se rendre compte qu'il était vraiment un judoka, mais de très, 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 très haut niveau à cette époque-là. Voilà. Yves Klein, donc, qui s'intéressait non seulement au judo, mais à l'ésotérisme. Et donc, c'est ce qui fait aussi sa caractéristique par rapport à beaucoup d'autres artistes qui ont fait des monochromes, mais qui étaient des monochromes depuis Malevich, qui étaient, disons, plus conceptuels, parfois plus politiques, plus formels. Vous parliez des modèles tout à l'heure. Vous avez Alain Jacquet, nos caméramans vont le saisir, qui a fait une version des années 60 du Déjeuner sur l'herbe de Manet, ou de Monet d'ailleurs, qui est juste là. Et donc, ces femmes pinceaux de Klein. Et cette intensité de Klein fait qu'aujourd'hui, il est probablement l'artiste français, parmi évidemment les artistes qui ont joué un rôle dans les années 60, le plus connu du monde. Sa veuve, Rothe Klein, vit encore aujourd'hui et évidemment fait vivre cette œuvre dans le monde entier. Nous allons parler maintenant de musique. Il s'agit de Stéphane Escher qui revient avec un nouvel album qui s'appelle
U. Alors, je prononce assez mal le U, ça s'écrit H-U-H, accompagné par une fanfare suisse qui elle-même porte un nom un peu compliqué. Elle s'appelle la Traktororchester. Il y revisite évidemment son propre répertoire et ajoute quelques inédits. Est-ce que le fait de réexploiter son propre répertoire est un piège à fans ou est-ce qu'on est vraiment dans la recréation? Nous en débattrons après cet extrait du clip de Combien de temps, son premier tube, qui est une version donc avec fanfare de 2019 et que voici. Combien de temps, si on restait face à face sans un mot, sans une gorge qui efface. Combien de temps, et je bois et je suis. Souviens-toi, combien de temps, si on restait face à face sans un mot, sans une gorge qui efface. Combien de temps, et je bois et je suis. Souviens-toi. Avant de poser la question régionale de l'étape, d'abord avec vous, Laura, la présence ou le retour de Stéphane Escher, le barbichu montagnard énergique sur scène. Est-ce qu'il est très présent sur les réseaux sociaux? Et alors, lui, en tant que personnalité publique, il est peu présent. Il entretient un petit Facebook, un peu d'Instagram, mais on ne peut pas dire que ça soit un véritable geek et qu'il ait tout compris à la communication digitale. En revanche, il a de nombreux fans qui s'expriment et qui sont très, très contents de son retour. Pas uniquement des Suisses, Michel, hein. Tous le plébiscitent et disent « Ah, c'est un album joyeux, festif, quel bonheur de l'écouter ». Ils aiment l'audace de la fanfare. J'ai eu du mal à trouver un commentaire négatif. D'ailleurs, je n'en ai pas trouvé sur non, mais tant mieux. Mais alors, ça changera un peu les réseaux sociaux. Oui, exactement. Et ses fans parlent pour lui, donc c'est plutôt pas mal. Il a finalement pas tellement besoin de s'exprimer davantage, puisque ça fait vraiment l'unanimité. Et c'est vrai que moi, j'ai aussi, je le dis juste au passage, pris plaisir à écouter son album et il ne se prend pas au sérieux. Et quand on l'entend s'exprimer, il y a des extraits d'interviews qui circulent sur Twitter. C'est agréable de voir ces chanteurs qui reviennent, mais voilà, ils reviennent et on sent que c'est pour le plaisir et que ce n'est pas pour vendre des disques et gagner de l'argent. Et ça se ressent. Voilà, Estelle. Un petit point de vue. Alors moi, j'ai beaucoup aimé, effectivement, c'est vrai que ça peut être un piège hein, de reprendre ces titres, mais là, c'est pas artificiel. Alors, quand j'ai écouté l'album, je me suis dit, oh, j'ai l'impression d'être dans un film d'Emir Kusturica. Exactement. Évidemment, puisqu'après, j'ai compris qu'il l'avait travaillé avec... non, mais surtout qu'il l'a fait après Bregovic, en rencontrant Goran Bregovic, qui est donc le compositeur attitré de Emir Kusturica. Et c'est vrai qu'on se sent... Ils sont fâchés maintenant. Il y a il y a en tout cas ce souffle balkanique qui, en plus, a du sens, hein, puisque Michel nous l'expliquera mieux que nous. Il vient quand même d'une famille des gens du voyage, les Yéniches. Donc tout ça a beaucoup de sens. Il se prend pas au sérieux. Dans une interview, je crois que c'était à Télérama, il disait qu'il voulait foutre la merde avec sur scène, avec sa fanfare, parce que c'est vrai que... On l'avait vu, on en avait parlé hein, avec ce concert des Automates où c'était plutôt intimiste, puis il était tout seul en scène. Alors là, je pense qu'il en avait ras-le-bol, il avait envie d'avoir des jeunes, de la vie. Ça renouvelle certains tubes. Non mais vraiment, c'est un très bel album qui vous donne la patate. Voilà, en rappelant que Philippe Jean, donc l'écrivain français, est souvent à l'origine des textes de Stéphane Escher. On parlait la semaine dernière, Michel, du rôle de Charles Bois. Alors Stéphane Escher, c'est pas la même génération, hein, il est plus jeune que Charles Bois, mais est-ce qu'il a, comme Charles Bois, la même importance en Suisse? Par exemple, est-ce qu'on pourrait dire qu'il est le chanteur le plus connu en Suisse ou pas? Ou est-ce que c'est pas le cas du tout? Je ne sais pas si c'est le plus connu, mais en tout cas, oui, c'est quand même un monument national, Stéphane Escher, en Suisse. Il est un peu plus jeune que Charles Bois. Effectivement, il a l'air plus jeune, mais enfin, il a 58, 59. Donc, c'est plus jeune. Oui, c'est plus jeune, mais c'est une petite génération de différence, en l'occurrence. Mais c'est vraiment un monument national, Stéphane Escher. Et cet album-là, je trouve qu'il s'inscrit dans une démarche... Il n'y a jamais rien véritablement de gratuit chez Stéphane Escher dans ses démarches artistiques. Et comme le disait Estelle, effectivement, il a fait une tournée tout seul avec les Automates. Et cet album-là est un peu une réponse aussi à cette tournée, parce qu'il s'est rendu compte finalement que c'était bien sympathique de faire les choses tout seul avec des Automates, mais que... le collectif était quand même plus important. Et ce disque-là a presque une valeur sociologique, et c'est pas moi qui le dis, c'est lui qui le dit, sociologique et politique, parce que c'est une sorte de manifeste. C'est-à-dire qu'il en a marre de voir des gens qui écoutent de la musique tout seuls sous un casque. Il veut que la musique redevienne quelque chose de partagé collectivement. Cet album-là caractérise véritablement une envie artistique de scène. Il faudra le voir sur scène, Escher, avec cet ensemble-là, avec le Traktororchester. Vraiment, parce que c'est comme ça qu'il faut l'écouter, c'est comme ça qu'il le veut. Il y a une scénographie qui va avec. L'album va accompagner la tournée plus qu'étant un objet en soi
qui fonctionne tout seul, même s'il est extrêmement plaisant déjà à écouter. En plus, comme le disait aussi Estelle, Stéphane Eicher n'a jamais véritablement abordé artistiquement ses origines, c'est-à-dire que sa famille est yéniche. Les yéniches, c'est une des sous-communautés des gens du voyage, certes qui sont restés sédentaires pendant toute l'enfance de Stéphane Eicher, du côté de Berne, mais qui font quand même partie de ses racines, dont il a pris conscience justement quand il a été amené à travailler avec Goran Bregovic il y a quelques années en arrière. Ça lui a fait revenir certaines choses à l'esprit. Et donc ce disque-là, pour moi, il s'inscrit là-dedans. C'est pas gratuit, c'est-à-dire qu'il y a une signification à la fois artistique, il y a une signification à la fois dans le parcours du musicien, il y a une signification aujourd'hui qui va véritablement de pair avec la société où le moi est roi, l'individualisme, et lui arrive avec un projet qui est complètement collectif, qui vont comme tel, qu'il faut écouter collectivement aussi, il faut danser, il faut être ensemble. C'est du Stéphane Eicher, c'est vraiment du Stéphane Eicher tout craché, parce que toute sa carrière a fonctionné comme ça, ou à la fois aussi avec l'aide de Philippe Jean, parce qu'il a cette capacité incroyable d'écrire des textes qui sont d'une pertinence folle, il le dit lui-même, mais qui s'inscrivent pleinement dans l'air du temps et qui vont au-delà, pour moi, d'une simple manifestation musicale, artistique. Il y a quelque chose de plus dont on a conscience ou pas forcément conscience tout de suite, mais qui fonctionne aussi avec cet album. Concluons avec vous deux. Ben, c'est difficile de dire des choses différentes de ce qui a déjà été dit. Effectivement, c'est un bon album. On le retrouve aussi dans quelque chose où il a tenté de se mettre en danger, il tente quelque chose de nouveau. Puis en plus, bon, oui, il reprend certaines de ses pièces, mais en même temps, l'industrie musicale aussi, dans une époque très portée vers les anthologies, vers le retour. Donc, ben, c'est de bonne guerre. Même vers le sampling. Et vers le remix, ouais. Et vers le remix également. Peut-être petit bémol, moi, j'ai trouvé que l'album était peut-être un petit peu trop clean, même malgré la présence de cette fanfare-là. Moi, j'étais content de voir d'une part qu'il y avait cet apport-là, parce que moi, je suis un gros fan de Beyrouth. Et donc, dans Beyrouth, il y a aussi ce côté-là, justement, très, très balkanique, où on intègre des instruments qu'on n'entend pas souvent dans la musique populaire occidentale. Moi, j'ai hâte de voir, en tout cas, le spectacle de cet album-là, qui sera justement peut-être plus sale, plus grinçant, mais en même temps, on ne peut que saluer cette volonté-là, en tout cas, d'aller retrouver, en fait, de son côté, de ses racines, et aussi de mettre cette musique-là qu'on n'entend jamais assez à l'avant-plan. Il y a une chose qui est un petit peu difficile pour Eicher dans ce contexte-là et qui joue. Il le dit lui-même, il le reconnaît. Il a une voix qui est plutôt quand même petite. Donc de jouer avec un ensemble qui est important comme ça, avec des cuivres qui prennent de la place, ça a été compliqué de trouver le bon niveau où il puisse continuer de s'exprimer en entendant l'orchestre. Et des fois, je suis d'accord, des fois, le niveau est pas... Enfin, on aimerait que ce soit effectivement encore plus gras. Exactement. Mais c'est compliqué, je pense, peut-être par rapport à son timbre et à sa voix. Ouais. Oui, il pourrait hurler à la Metallica. Mais il a essayé. C'est très intéressant parce que j'allais justement parler de Metallica pour conclure sur la question qui était posée au départ. C'est piège à fans ou alors véritable positionnement artistique. Metallica l'a essayé en devenant Metallica symphonique, SNM, donc symphonique et Metallica. Il y a Jean-Louis Murat qui est passé de Mustango à Muragostang. Il y a beaucoup d'artistes comme ça qui sont passés de l'un à l'autre. Alors, je ne ferai jamais de procès d'intention à un artiste en considérant qu'effectivement, il a fait ça pour gagner du fric en ayant son répertoire et juste en essayant de le remettre au goût du jour, de le remettre au goût du jour. Mais je dirais juste que c'est un équilibre qui est excessivement difficile à atteindre. C'est-à-dire que quand on a un répertoire avec des morceaux très forts, comme les morceaux de Stéphane Eicher qui sont rentrés dans l'inconscient collectif, comme justement Je n'ai pas d'amis comme toi, par exemple, c'est très compliqué d'arriver à proposer quelque chose de nouveau sans pour autant s'opposer justement à cette version initiale qui est tellement forte dans l'esprit des gens. Et moi, c'est ce que ça m'a fait. Je me suis dit, est-ce que c'était nécessaire d'avoir cette réorchestration à un moment donné autour d'un morceau, alors que le morceau initial est déjà très très fort. Et c'est juste une question de dosage. Et dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, où on a tendance à tout reprendre, etc., à tout malaxer, je pense que c'est de plus en plus compliqué à atteindre. Voilà, par exemple, vous avez des artistes comme McCartney qui, justement, on leur demande souvent pourquoi en scène, ils redonnent exactement ce que les versions
versions qu'on connaît de Lady Madonna ou du reste, ils sont sur une position qui est totalement différente, puisque justement, eux considèrent que ça a été fabriqué comme ça, comme un tableau de Martial Reyes a été fabriqué comme ça, avec peinture et en même temps donc des luminaires, et qu'il n'y a aucune raison de changer. Nous allons changer justement un petit peu d'univers, même si nous allons rester dans la musique. Je vais tout d'un coup me lever tel un elfe bondissant et donc accueillir Lionel Bringuier. Réjoui de voir ça. Mon cher Lionel, bonjour. Bonjour. Asseyez-vous à ma place. Merci beaucoup. Vous allez voir, c'est chaud, c'est doux, c'est bon. Je rappelle que vous êtes donc pianiste, violoncelliste et chef d'orchestre, que vous êtes connu dans le monde entier. Alors, vous avez un lien direct avec Nice et vous avez fait vos études ici. Complètement. En fait, Nice est une ville extrêmement importante pour moi. Je suis très heureux qu'on filme cette séquence ici au Mamac, parce que j'y ai fait mon tout premier concert quand j'avais 9 ans. Ouais. En violoncelle lors de l'Académie d'été de Nice. Donc vous êtes niçois d'origine, vous, je suis né à Nice, j'ai fait toutes mes études au conservatoire, au lycée Masséna qui est juste en face. Absolument magnifique. Il y a eu des visites guidées de ce merveilleux Mamac pendant que j'étais à l'école puis au collège. Et c'est un lieu qui m'est très cher, donc je suis très heureux d'être ici parmi vous. Alors, est-ce qu'on peut parler un petit peu du travail que vous faites? Je disais, vous êtes pianiste, vous êtes violoncelliste, mais vous êtes aussi l'un des plus jeunes chefs d'orchestre à diriger des grands ensembles dans le monde entier. Vous, au fond, vous êtes un peu dans la même situation que Barenboim. Est-ce qu'un jour, c'est le piano? Est-ce qu'un jour, c'est la direction d'orchestre? Qu'est-ce qu'on fait? Comment Lionel décide ce que doit faire Bringuier? Voilà, vous mentionnez quelqu'un que j'admire par-dessus tout, Daniel Barenboim. La transition s'est faite assez naturellement pour moi, puisque j'ai commencé donc en tant que pianiste et violoncelliste. Et en fait, quand j'étais au Conservatoire de Paris, à l'âge de 14 ans, il y avait une classe d'initiation à la direction d'orchestre. Et ça m'intriguait parce que j'ai toujours aimé partager la musique avec le plus grand nombre, avec beaucoup de musiciens. J'aimais faire de la musique de chambre quand j'étais violoncelliste, donc jouer à plusieurs. J'ai jamais aimé, finalement, être, comme on dit aux États-Unis, sous le spotlight. Donc, vraiment, juste d'être parmi les gens. Et en fait, finalement, c'est la façon dont je conçois ce métier de chef d'orchestre. C'est d'être un musicien parmi les autres. Et donc, je me souviens aussi de la toute première œuvre que j'ai dirigée. C'était la 7e symphonie de Beethoven. Et c'était finalement l'expérience la plus complexe que j'ai vécue. Pourquoi? Parce que j'étais en première année du Conservatoire supérieur de Paris. J'étais en classe d'initiation à la direction d'orchestre. Et l'orchestre qui était devant moi, c'était des amis, mais c'était également des gens qui avaient déjà eu leur diplôme du Conservatoire de Paris. Et donc je me souviens d'avoir fait cette levée de l'accord de la 7e symphonie de Beethoven. J'avais les jambes qui tremblaient, c'était horrible. Mais bon, finalement, ça s'est bien déroulé. Le professeur Claire Levacher m'a encouragé à poursuivre. Et puis, en fait, c'est une question d'habitude ensuite. Et c'est vrai que depuis que j'ai 14 ans, quasiment chaque semaine, j'étais en contact avec un orchestre. Et donc, pour moi, c'est presque plus facile d'être devant un orchestre que de faire autre chose. Le travail sur les disques et le travail, justement, sur les concerts, en quoi est-il différent? C'est extrêmement différent. Déjà, il y a deux choses quand on parle d'enregistrement. J'ai eu l'occasion de faire des enregistrements studio, où donc là, on passe plusieurs jours sur une même œuvre. Et il y a les enregistrements qu'on fait live, c'est-à-dire à l'occasion de concerts. Et donc l'énergie est forcément différente. L'énergie d'un concert est forcément différente que quand on fait une séquence à 10h du matin, puis qu'on va vraiment... c'est un travail presque chirurgical, c'est-à-dire qu'on prend du note à note, puis on remet les choses en place, ou on travaille sur la justesse, alors que quand on est en concert, on enregistre. Puis on enregistre par exemple 3 concerts, et ensuite, l'ingénieur du son va faire un montage avec ces 3 concerts. Les questions. Vous savez, l'Orchestre symphonique de Montréal se cherche un nouveau chef. Tu es venu pour vous embaucher, Lionel. Kent Nagano va quitter donc au terme de son mandat. Est-ce que d'évoluer en Amérique, ça pourrait faire partie de vos plans? Bien entendu, je suis au courant que Kent Nagano va partir, parce qu'en fait, j'ai dirigé l'Orchestre symphonique de Montréal l'année dernière. Et les gens ne se cachaient pas que forcément, le fait qu'un jeune chef français dirige leur orchestre, c'est un point important, étant donné que c'est un orchestre qui a une grande tradition
de musique française, comme on sait tous, et le côté américain. Moi, pour ma part, j'ai passé beaucoup d'années à Los Angeles, et donc j'aime beaucoup travailler en Amérique du Nord. C'est la raison pour laquelle, pour les prochaines semaines, je serai beaucoup aux États-Unis, et ça terminera avec le mois de juillet avec l'Orchestre symphonique de Chicago. Voilà, mais retour à Nice. Nice est toujours mon port d'attache. Donc je rentre dès que je termine mon concert à Washington. Je rentre, je prends l'avion dès le lendemain et je rentre à la maison, retrouver toute ma famille, ma compagne. Tout le monde vit ici, j'ai mes neveux et nièces également. Et puis pour moi, c'est la plus belle ville du monde. Donc Merci beaucoup, Lionel, d'être venu nous voir ici même, donc dans cette salle magnifique. Nous allons parler maintenant de cinéma, La chute de l'Empire américain, et le dernier opus de la trilogie entamée par Denis Arcand en 1987, avec le célèbre et hilarant déclin de l'Empire américain, suivi en 2003 par les invasions barbares. Denis Arcand a-t-il construit avec ses films une œuvre engagée sur les dérives de la société occidentale, avec une bonne part d'humour et de sexe? C'est une des questions que nous pourrons nous poser juste après cette bande-annonce. Compris! Compris! Bonjour, Monsieur Bigra. Est-ce que je peux aller vous reconduire? À quel honneur? J'ai besoin d'aide, j'ai vraiment trop d'argent. On va commencer par savoir de combien d'argent tu parles. C'est 2 gros sacs de sport remplis de cash. T'as pas de bon sens de gaulis. T'as besoin de moi autant que j'ai besoin de toi. Écoute-moi bien, parce que je le répéterai pas. Tu changes rien dans ta vie. Même horaire, même vêtements, tu t'achètes pas de voiture. T'as vu trop de films, toi? Je suis pas un avocat, moi je suis un criminel, je suis honnête. La police cherche toujours d'abord l'argent. La boutique où il y a eu le hold-up, c'est la cave de dépôt de la gang de l'Ouest. C'est pas des enfants de cœur. Where's the money? Pourquoi vous me dites tout ça? Pour que vous sachiez à quoi vous êtes mêlés. La personne qui l'a volé va se faire descendre tôt ou tard, c'est une question de temps. Je suis prêt à commettre un crime n'importe quand, mais faut pas qu'il y ait de victimes. Il y a toujours des victimes. La police, c'est le gouvernement. Il est toujours là pour te nuire. Tout le monde sait ça. C'est pour ça que les gouvernements veulent faire disparaître le cash. Ils contrôlent tout le reste. Personne ne sait combien d'argent il y a en circulation dans le monde. Des milliards de milliards. On peut dire que vous êtes un spécialiste des paradis fiscaux. Malheureusement, il n'y a pas de paradis sur Terre. Je peux compter si vous voulez. Ouais, OK. Tu vas pas me compter 3 millions? J'ai l'impression que jusqu'ici, dans la vie, vous avez toujours été un honnête citoyen. Mais là, vous vous apprêtez à tout gâcher. Gâcher quoi? Depuis des générations, ma famille a toujours été pauvre. Là, j'ai une chance de m'en sortir. Si je me fais arrêter, si je me fais tuer, au moins, j'aurais essayé. C'est les entrepreneurs en construction qui vous versaient ces sommes-là. Évidemment. Ils déposaient ça directement au permis. Moi, j'aurais préféré faire une déclaration volontaire à l'impôt, mais en tant que sous-ministre des Transports, c'est trop risqué. Denis Arcand, donc, avec La chute de l'Empire américain. C'est un provocateur, beaucoup de succès pour le premier opus, donc en 87. Nous sommes face à cette carrière et à cette rémanence du même thème jusqu'aux invasions barbares. D'abord, on va présenter, avant de dire ce qu'on en pense, un peu Denis Arcand. Qui est-il dans un espace du cinéma canadien qui s'est considérablement, et québécois, renouvelé avec les jeunes générations, les Villeneuve et les autres? Ouais. Ben, Denis Arcand, c'est un monument du cinéma canadien, c'est du cinéma québécois. C'est quelqu'un qui... écoutez, c'est 55 ans de regard sur le Québec. C'est quelqu'un qui a accompagné le questionnement du Québec sur d'où il vient, où il va. Quelqu'un qui a mis littéralement en film les désenchantements aussi, notamment à la suite du premier référendum sur l'indépendance en 1980. Quelqu'un qui a commencé dans l'école des Gilles Groux, la grande école de l'Office national du film dans les grandes années, donc les années 60. Quelqu'un qui est l'héritier un peu de Pierre Perrault. Donc vraiment quelqu'un qui... documentariste aussi. Pardon? Qui était documentariste aussi. Oui, au départ. documentariste. Il a commencé comme documentariste. Il a fait de très grands documentaires. On pense à On est au coton, notamment, Le confort et l'indifférence. Bref, un nouveau Arcand au Québec, il se passe quelque chose. Tout le monde l'attend. Je vais rappeler quand même en un mot, par exemple, l'explosion du déclin de la chute du déclin de l'Empire américain. Pardonnez-moi, je bafouille. C'était en gros, parce qu'on a l'impression que c'est une histoire
archi-politique. C'était plutôt l'histoire d'un groupe d'amis qui explosait et sur le plan de l'amitié et sur le plan sexuel en allant se recueillir à la campagne dans une maison. Et là, toutes les vérités explosent. C'est une sorte de Festen bien avant Festen. C'est quelqu'un qui aime retravailler ses vieux thèmes et la question justement de la vertu. Et d'ailleurs, c'est quelqu'un qui est vraiment épris de philosophie. Et la question de la bonne vie, de la vertu, ça revient souvent. Il en a parlé d'ailleurs dans ses premiers films dans les années 70. On pense par exemple à Rejane Panovani qui traitait de corruption, La maudite galette aussi d'ailleurs, où on parlait de rapport à l'argent comme dans la chute de l'Empire américain, absolument. Et donc, c'est un monument. Son dernier, en fait, La chute de l'Empire, cela dit, il faut dire que c'est un film qui a beaucoup divisé au Québec, reçu avec soit beaucoup d'enthousiasme par la critique ou des critiques vraiment très tièdes, sinon assez vindicatives, hein, parce que dans 24 images, notamment, on l'a comparé un peu à un mononcle. Donc, c'est le terme québécois pour beauf, qui venait donc pontifier avec son film. Des critiques aussi, je pense à Hélène Faradji, à Radio-Canada, ma collègue à Radio-Canada, qui était très tiède face à ce film-là, qui disait que c'était un Arcan qui était un peu timoré, où on retrouvait pas la patte de ces grands films, par exemple, comme Jésus de Montréal, notamment, ou Le Déclin, qui est un film où les dialogues sont absolument fabuleux, là. On peut les réciter, là. C'est rare des films où les dialogues marquent autant. Et c'est un film qui, en tout cas, moi, personnellement, m'a aussi un peu laissé sur ma faim parce que Arcan est un grand cinéaste, est un grand réalisateur, et ce film-là est pas aussi bien écrit. Il y a des dialogues qui sont un peu poussifs. Le début. Ouais. Le début, quand même, la scène d'ouverture avec cette rupture et donc son héros qui est professeur de philosophie, qui est devenu depuis livreur et qui explique pourquoi ça ne sert à rien d'être intelligent. Moi, j'ai trouvé que c'était quand même assez brillant au niveau de l'écriture, quand même. Après, peut-être ce qui est peut-être un peu étonnant, c'est qu'il y a une espèce de... D'ailleurs, je pense que c'est assumé d'esthétique de genre Amour, gloire et beauté, soap opéra, un peu, vous voyez, ce genre de téléfilm très léché, avec cette image très propre. Mais j'ai l'impression que ça, il s'en amuse aussi, que ça a un écho avec, comment on tourne aux États-Unis. Moi, j'ai plutôt vu ça comme ça. Et je trouve qu'au niveau du dialogue et des personnages, qui sont truculents, c'est gauchiste, parce que on a vu la bande-annonce, hein, en fait, ce jeune livreur, d'un coup, se retrouve avec de l'argent sale, puisqu'il appartient à des gangsters, et il décide de se le garder, et après, il y a toute une manipulation via les paradis fiscaux, la Suisse en prend un petit coup, justement, c'est une dénonciation des paradis fiscaux, de comment il y a de l'argent sale, et moi, j'ai trouvé qu'ils étaient tellement sympathiques, c'est vraiment, c'est des pieds nickelés, un peu, voilà, on a la prostituée magnifique, enfin, vraiment, je trouve ils sont tellement sympathiques qu'on adhère. Moi, ça m'a plu dans ce sens-là. Après, je trouve qu'effectivement, au niveau de la réalisation, c'est un peu pépère, mais je me suis demandé si, effectivement, ce n'était pas un choix assumé pour renvoyer au cinéma hollywoodien dans toute sa splendeur, un peu plan-plan. Laura, pardon de vous avoir interrompu. Laura, qu'est-ce qu'on en pense? Sur les réseaux sociaux, c'est moins clivant que dans la critique cinéma. On en parle plutôt avec gentillesse, bienveillance, et on s'attache aux personnages. C'est ce que disait Estelle. Il y a des personnages très sympathique. Après, il est allé recruter une héroïne de télé-réalité. Mathieu doit mieux le savoir que moi. Marie-Pierre Morin, qui est née dans une émission de télé-réalité. Qui explose dans ce film. C'est-à-dire qu'on est quand même... Elle est magnifique. Elle est très, très populaire sur les réseaux sociaux. Donc, elle a peut-être apporté aussi une nouvelle... Enfin, des personnes qui ne seraient pas allées voir le film et qui y sont allées pour elle, parce que c'est son premier grand rôle au cinéma. C'est une consécration pour elle, qui a fait des émissions qui n'étaient pas forcément les plus intellectuelles. Et dans ce film, en tout cas, elle joue un rôle qui lui va très bien, elle le joue bien, elle le campe bien. Donc ses fans, elle a plus de 500 000 personnes qui la suivent sur les réseaux sociaux. Elle est adorée, adulée. Et donc ses fans se sont déplacées pour aller voir le film. Et l'ont apprécié, en tout cas. Michel. Alors... Je commence par la fin, mais je trouvais que ce film était jubilatoire. Je pense que c'est un film à voir véritablement. Je l'ai vu au 2e degré, parce que sinon, c'est pas possible. Tout est invraisemblable. Les personnages sont caricaturaux. On a un naïf surdiplômé, mais qui est un tout petit peu handicapé social. On a la prostituée au grand cœur. On a le repris de justice, un peu Robin des Bois. On a le grand requin de la finance, mais qui a quand même son point faible. Les flics sont pas très sympathiques et surtout, ils n'ont pas de moyens. Les méchants sont vraiment des vrais méchants, mais ils sont un peu cons, faut bien le dire. L'histoire est totalement invraisemblable en soi si on fait
on fait vraiment le lien entre les choses. Donc les dialogues ça frôle l'absurde parfois, les dialogues, tellement ça paraît complètement déconnecté de la réalité. Donc effectivement, si on prend ce film au premier degré, moi j'ai de la peine. Et peut-être ce qui peut jouer en défaveur d'Arcan, c'est que le déclin, le premier volet, était... Alors, même si les dialogues étaient de très haut vol, c'était quand même... Il surfait un peu sur une veine qui était beaucoup plus réaliste. Les invasions barbares, il y avait déjà des domaines qui étaient très caricaturaux. Je pense en relation avec le syndicat, le fait de faire changer une chambre d'hôpital, et même un étage entier de l'hôpital, ou la relation à la drogue. Mais celui-ci, moi, je trouve qu'on a vraiment glissé, même si la dénonciation d'Arcan, il continue. La première fois, c'était la révolution sexuelle et ses conséquences. Après, c'était la désillusion de la vie. Là, maintenant, on est sur le pouvoir de l'argent. Même s'il reste dans sa veine de dénoncer des choses au niveau très sociologique... Déception. Non, au contraire, moi je trouve ça jubilatoire, mais je trouve qu'il a utilisé là quelque chose. Ce film-là, il faut le voir comme une fable, et dans une fable, il y a des personnages qui sont caricaturés, qui sont caricaturaux. Il faut le voir au deuxième degré, mais parce que je pense qu'il l'a voulu ainsi. Moi, c'est un film qui m'a fait rire, mais dans le bon sens du terme, c'est jubilatoire, vraiment, un excellent film. Sylvestre. Moi, ce que j'ai toujours aimé chez Denis Arcand en tant que continental, c'est ce mélange. Enfin, je dis continental versus nos amis d'au-delà de l'océan. Ce qui m'a toujours intéressé, c'est ce mélange entre culture anglophone et francophone. Il a cette extraction, cette double extraction. Il a ça en lui, ça se sent dans son cinéma depuis le début. Et ce que je trouve très intéressant, c'est quand on arrive à l'âge qu'il a aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il est parti de Chabrol, qui lui a une critique très acerbe de la bourgeoisie, etc., de ses petits travers, pour aller vers les frères Cohen. Et donc, on a une espèce de jonction entre Claude Chabrol d'un côté et les frères Cohen, entre la bourgeoisie d'un côté qu'il dénonce depuis des années, enfin les petits travers, et le côté cohénien des choses, donc qui est plus axé sur l'absurde et sur les petites gens. Et donc, il y a vraiment cette rencontre, et moi j'ai vraiment trouvé que c'était une synthèse en fait entre ces deux approches qui sont une approche plutôt nord-américaine et l'approche francophone ou française, j'irais même jusqu'à dire belge, parce qu'il y a certains films de Chabrol qui ont été tournés à Bruxelles. Et donc vraiment, je trouve qu'il est arrivé à cette synthèse-là, et ce film effectivement est à regarder au deuxième degré en se disant oh mon Dieu, mais il est pour moi assez jubilatoire. Chabrol Cohen, c'est joli. Chabrol Cohen, c'est joli. On va terminer avec Mathieu. C'est parce que c'est difficile de comprendre justement s'il faut en rire ou s'il faut en pleurer. Et c'est la question aussi que je me posais dans d'autres films d'Arcand, peut-être qui sont moins forts, c'est qu'on ne comprend pas très bien sur quelle ligne, quelle est sa position face à ça. S'il le dénonce vraiment, ce pouvoir corrupteur de l'argent, ou en même temps s'il s'en sert, parce qu'il est allé quand même chercher une star de télé-réalité. Il y a des sans-abri. Et en même temps, il s'en prend au pouvoir corrupteur de la starification et de l'argent. J'ai de la misère, moi, à comprendre ça. Et moi, j'aurais le goût, en tout cas pour les gens qui découvriraient Arcand avec ce film-là, d'aller voir ce qui, à mon avis, sont ses plus grands films. Et il en a fait de très, très grands. Moi, je pense à Jésus de Montréal, qui est probablement son film le plus achevé. On est très loin de ça dans la chute de l'Empire américain, et c'est un peu dommage. J'aimerais avoir votre Est-ce qu'il n'est pas justement un peu facétieux? Parce que même appeler ça la chute de l'Empire américain par rapport à ces autres films qui n'ont rien à voir... Enfin, je trouve que c'est aussi une espèce de pirouette... Oui, mais en même temps, il y a oui, mais... Vous les avez perdus définitivement. Non, je suis en train de faire Lionel Bringuier, là, oui, je suis avec mes orchestres. Arrêtez-vous! Un mot, parce qu'il faut bien dire un mot, il y a aussi un passage de génération, parce que maintenant, le cinéma québécois est tellement incarné par la jeune génération, que ce soit Villeneuve ou je me demande s'il y a pas un petit génie local, qu'effectivement, tout ça donne un sentiment peut-être de surannée. C'est toujours le même problème avec les vieux dans mon genre. On ne sait pas comment s'en débarrasser et en même temps, ils sont utiles parfois. Les coups de cœur, Michel. Puisqu'on parlait d'Yves Klein, judoka, le bouquin d'un écrivain qui est également judoka, dont on a parlé dans cette émission, Florian Aiglin. On avait parlé de son bouquin à l'époque, Ciao Connard. Là, il revient avec un tout petit livre qui s'intitule En pleine lumière. Florian Aiglin, lauréat du prix du Salon du Livre à Genève en 2016, qui raconte ici l'histoire d'un jeune qui est quelque peu perdu et qui trouve sa rédemption à travers les arts martiaux. Et puis ce qui donne une véritable épaisseur à ce livre, c'est le fait que justement Florian Aiglin
et judoka. Et voilà, il sait de quoi il parle quand il aborde ce livre qui se lit très bien et qui est plutôt réussi. Laura. Moi, je voulais rendre hommage à Sophie Naoum, qui est journaliste et réalisatrice, qui a créé un site internet qui s'appelle lesderniers.org, sur lequel vous pouvez retrouver une vingtaine de témoignages de déportés. Elle est allée chez eux les faire parler. Et on en a besoin. Faites circuler, montrez-les à vos enfants. Une BD qui vient tout juste de sortir, Les Brûlures. On parlait du bleu Klein, il est inégalable, mais les bleus de Laurent Bonneau sont magnifiques. Vraiment, cette BD nous emmène dans un pseudo-polar, mais c'est tout le côté pictural. Il y a une partie de l'intrigue qui se passe dans une piscine, et vraiment, ce garçon a un talent incroyable. C'est presque un peintre, Laurent Bonneau. Mathieu. C'est une nouveauté en français. En fait, c'est un auteur allemand que j'adore. J'ai lu presque toute son œuvre, Edgar Ilsenrath, qui est un juif qui pose un regard extrêmement cynique, caustique sur l'héritage donc d'extrême droite qu'on a connu évidemment en Allemagne. Ça s'appelle Terminus Berlin. C'est son tout dernier roman. En fait, il dit qu'il n'écrira plus après ce roman-là l'histoire d'un juif qui est à New York et qui retourne dans l'Allemagne des années 90. C'est vraiment absolument magnifique et c'est oui, caustique à souhait. Sylvestre. Une exposition d'art optique immersif qui s'appelle Dreambox, qui se passe au MIMA, qui est un lieu assez intéressant à Bruxelles. C'est le Millennium Iconoclast Museum of Art, pour être précis. Joli bandit. C'est vraiment une expo immersive où on ne se pose pas trop de questions. On s'en pose peut-être un peu à la sortie. Surtout ne pas y aller si vous êtes en lendemain de veille. Voilà, 300 millions de critiques viennent de se terminer. Nous sommes dans cette salle magnifique du Musée d'art moderne de Nice, avec cette confrontation avec les artistes américains et les artistes français des années 60. On se retrouve la semaine prochaine, pratiquement au même endroit. Nous sommes ravis de travailler pour vous. Ciao. Le monde entier est toujours là. Demain de bon matin, je fermerai ma porte, j'irai par les chemins, par les chemins. Rien de plus cher que les chansons bleues, que les chansons bleues. Il ne suffira plus de se presser contre soi.